On passe à présent au deuxième topo de cette session PBM qui s'intéresse cette fois-ci à la gestion du capital sanguin en chirurgie urgente. Et on a le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Rinaud du CHU d'Angers pour nous parler de cette question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a demandé PBM en chirurgie urgente, qu'est-ce que je peux faire en si peu de temps ? Je me suis un peu posé la même question, comment je vais faire pour vous parler en si peu de temps de toutes les chirurgies urgentes qui existent et de toutes les méthodes du PBM qu'on peut faire. Alors du coup, j'ai tapé dans PubMed, PBM Urgent Surgery, et par chance, j'ai eu 0 résultat. Et je vous rassure, j'ai affiné un petit peu ma recherche après, mais c'est pour dire que finalement, on parle beaucoup de PBM pour la chirurgie programmée et on manque peut-être encore un peu de données sur la chirurgie urgente et peut-être qu'on n'en fait pas assez non plus. Patient Blood Management, on reprend toujours ce schéma classique. C'est souvent on se dit bon finalement chirurgie urgente, en fait je vais pas avoir le temps de faire du PBM parce que je vais pas avoir le temps d'optimiser l'hématopoïèse avant. En fait il y a 3 choses, il y a optimiser l'hématopoïèse, il y a minimiser le saignement, augmenter la tolérance de l'anémie. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Et puis le PBM c'est pas que le préopératoire, c'est aussi le per et le post-opératoire. Et donc il y a en fait plein de choses facile qu'on fait déjà en per et en post-opératoire pour la chirurgie programmée. Donc pour ça, il n'y aura probablement pas trop de différence. Je vais axer le topo sur, j'ai choisi quelques types de chirurgie, un peu de chirurgie osseuse urgente, un peu de chirurgie cardiaque urgente ou semi-urgente et un petit peu d'obstétrique. Et je vais aborder les thèmes où on se pose encore des questions sur le PBM. La première chose, c'est est-ce que c'est vraiment possible d'optimiser l'hématopoïèse en urgence ? Alors, c'est vrai que la première phase pour optimiser l'hématopoïèse, c'est faire le point sur les choses. C'est la première chose des recommandations HAS qui viennent de sortir. Anémie et carence martiale doivent être recherchées et c'est précisé suffisamment tôt. Donc là, on est un peu embêté, même si en fait, anémie, on va le faire. Et carence martiale, peut-être qu'on peut le rajouter sur ce bilan préopératoire qui n'a pas forcément été réalisé aux urgences. Autant on hésite parfois, est-ce qu'il faut retarder la chirurgie en préopératoire si on a une anémie et est-ce qu'il ne faut pas discuter avec le chirurgien ? Là, l'avantage, c'est que pour une chirurgie à risque de saignement, on nous demande de classer l'anémie, de débuter un traitement et puis de toute façon, de procéder à la chirurgie. Et donc là-dessus, on ne va pas avoir le choix. Alors, si on classe l'anémie et si on la traite, comment ça se passe ? Je vous ai mis donc le schéma de ces nouvelles recommandations. Globalement, c'est quasiment toujours du fer, c'est-à-dire que si on a des réserves en fer basses, c'est-à-dire qu'on a une anémie qu'on considère hémoglobine inférieure à 13 grammes pour les chirurgies. Si on a des réserves en fer basse ou même très diminuées, ça va être du fer. Si on a une anémie inflammatoire, une possibilité, ça va être de faire de l'EPO et du fer. Et puis pour les chirurgies osseuses et cardiaques, ce qui est recommandé, c'est EPO plus fer IV. Et là, peut-être qu'on n'aurait pas dû le mettre, mais c'est surtout dans le cadre du programmé. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? J'ai pris un premier exemple de chirurgie urgente parce qu'elle est fréquente. En fait, on en a un peu tous les jours au bloc des urgences. C'est l'exemple des patients qui sont opérés pour fracture de l'extrémité supérieure du fémur. C'est intéressant cette chirurgie parce que ce sont des patients fragiles avec des antécédents multiples, parfois cardiaques, mais finalement on ne sait pas très bien, on entend un souffle, mais ça n'a pas été évalué, on ne retrouve pas de choses dans le dossier parce qu'il n'est jamais venu dans cet hôpital. L'évaluation préopératoire, elle est parfois courte, parfois impossible parce qu'on n'arrive pas à interroger très bien le patient. Et puis, même si on essaye de les opérer le plus tôt possible maintenant, parfois ils ont été à jeun plusieurs fois, toute la journée, chaque jour, jusqu'à 22h où on leur a donné à manger. Et donc ces patients, ils sont plus à risque de mauvaise tolérance d'anémie, peut-être de transfusion s'ils ont un RAC serré, peut-être de remplissage aussi, et puis bien sûr d'hypotension. C'est des patients qui sont souvent âgés et qui ont donc souvent des antiagrégants anticoagulants, donc qui sont à risque de saignement. En pré,
opératoires, c'est-à-dire avant qu'on les opère, mais bien sûr aussi en per et post-opératoire, parce qu'on ne les a pas toujours arrêtés ou arrêtés suffisamment longtemps, et puis d'aggraver leur anémie. Et en plus de ça, c'est les transfusions. On avait regardé en 2013 sur le CHU d'Angers. En fait, la chirurgie pour laquelle en nombre de transfusions c'était la plus importante, c'était ces patients qui viennent pour fracture de l'extrémité supérieure du fémur, parce que l'intervention est fréquente, et puis parce que il y a 40-50% des patients qui sont opérés, et en plus de ça, ils ont une mortalité post-opératoire importante. Alors, est-ce qu'on peut leur faire du fer en préopératoire? Il y a un certain nombre d'études qui s'y sont intéressées, donc je vais en montrer quelques-unes. Ici, c'est une de 2011, et c'est randomisé contrôlé. Donc là, il faisait 200 mg de fer intraveineux dans les 24 heures qui suivent l'admission. Ça, on voit que c'est relativement faisable à faire pour nous dans le service d'ortho, avec un protocole, voire même dès les urgences. Et puis ensuite, toutes les 48 heures, que le patient soit opéré ou non. Et ils ont regardé, et malheureusement, c'est un petit peu décevant sur leur critère de jugement principal, qui était le fait d'être, pour le patient, d'être transfusé, parce que ces patients étaient transfusés, que ce soit en préopératoire, per ou post, dans des proportions relativement similaires, et au total 41 versus 33%. Donc on voit que c'est quand même fréquent chez ces patients, en tout cas en 2011. Peut-être que malgré tout, il y a parmi eux des patients qui vont répondre un peu plus à ce traitement en fer. Et là, dans cette étude, c'était les patients qui avaient par exemple une fracture pertrochantérienne. Il y avait une diminution franche dans cette étude, 45 à 14% de patients transfusés lorsqu'ils avaient reçu du fer en préopératoire, et puis ensuite toutes les 48 heures. Et aussi les patients qui avaient une hémoglobine supérieure à 12 avant. Parce que finalement, probablement que ceux qui avaient une hémoglobine inférieure à 12, ils étaient un peu transfusés quand même, ou plus fréquemment. Et donc, ça se voyait surtout l'effet du fer chez ces patients qui avaient une hémoglobine un peu plus élevée. 200 mg, c'est pas beaucoup, et donc il y a d'autres études qui sont intéressées à des doses qu'on fait actuellement plus souvent, c'est-à-dire du fer intraveineux 1 g, carboxymaltosphérique ici, et là, dans l'étude que j'ai choisie, c'est fer intraveineux 1 g versus placebo versus EPO, 40 000 unités sous-cutanées, plus fer 1 g aussi, et avec comme chose intéressante, le fait qu'ils le faisaient bien entre l'admission et la chirurgie. Qu'est-ce qu'ils ont observé dans cette étude de 2016 où le taux de transfusion, on le voit encore très élevé, aux alentours de 50%. Finalement, pas de différence entre les groupes, et même entre le groupe EPO plus fer et le groupe placebo. Malgré tout, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une augmentation de l'hémoglobine significative à la sortie et à 60 jours dans le groupe qui avait reçu de l'EPO et du fer en comparaison avec le placebo, avec à 60 jours l'un des taux d'hémoglobine de 12,5 versus 11,9. Donc c'est pas énorme, mais ça a probablement permis d'augmenter ces taux d'hémoglobine. Il y a un autre type de chirurgie qui est intéressant, parce que je travaille en chirurgie cardiaque maintenant, mais c'est la chirurgie cardiaque semi-urgente. Semi-urgente ou peut-être pas urgente en fait, mais les patients qu'on va voir, on est prévenu que 3 jours avant, et ces patients, on va les voir un petit peu en urgence. Souvent, il y a tout un bilan qui a déjà été fait, mais on va quand même se poser des questions concernant le PBM, parce que ce sont des patients coronariens. Et donc, il y a plusieurs moments où pendant la période périopératoire, on va se demander, c'est peut-être mieux de le transfuser quand même parce qu'il est coronarien. Et puis, de toute façon, on mettra quand même un culot dans la CEC parce qu'il faut pouvoir la faire tourner. Et puis, il a quand même moins de 12 grammes d'hémoglobine. C'est des patients valvulaires, donc à la fois, on n'a pas envie forcément, tant qu'ils ne sont pas opérés, de les mettre en surcharge. Et puis, souvent vu avant l'intervention. L'autre chose, c'est qu'ils ont souvent 1 ou 2 antiagrégants, voire même plus des anticoagulants. Et donc, ils ont un risque de saignement majoré en pré, en per et en post-opératoire, surtout si on
n'arrête pas les antiagrégants ou qu'on les reprend très précocement, avec notamment des risques de reprise, de tamponnade, et puis d'augmenter leur anémie, avec, là encore, en chirurgie cardiaque, des transfusions qui sont très fréquentes. On est aussi aux alentours de 50% dans pas mal d'études, même si ça a tendance à diminuer maintenant. J'ai donc pris quelques exemples en essayant qu'ils soient assez récents. Une étude de 2020 en Angleterre, des pontages et des valves. Là, ils avaient essayé, donc là, c'est pas le cadre de l'urgence, hein, c'est de faire 1 gramme de fer IV à J-30. Et là, il n'y avait pas d'effet sur la transfusion périopératoire. Et on voit d'ailleurs que les taux de transfusion, ils sont chez les patients anémiques préopératoires de 40 à 56%. Mais l'effet de ce fer, c'est probablement plus à distance qu'on va le voir. Et lorsqu'on regarde ici, dans une étude pourtant plus récente, où il faisait 1 gramme de fer chez des patients de chirurgie cardiaque, là c'est pareil, des pontages ou des valves, la veille ou le jour même 1 gramme versus placebo, eh bien la différence en fait, elle se faisait sur le taux d'hémoglobine et donc sur le pourcentage de patients anémiques à la semaine 4 avec beaucoup moins d'anémiques chez les patients qui avaient reçu du fer, alors même qu'il n'y avait pas de différence en termes de transfusion périopératoire. Peut-être que ce qui marche mieux aussi en chirurgie cardiaque, c'est de faire de l'EPO. Et là, on a quelques études qui sont intéressées à faire de l'EPO et du fer immédiatement avant la chirurgie, c'est-à-dire la veille ou le jour même. Là, c'est une de ces études. Alors, EPO 500 unités kilo, donc c'est globalement quand même ce qu'on fait habituellement. Plus du fer, uniquement 200 mg en plus de l'EPO, la veille de l'intervention. Qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est qu'en termes de transfusions multiples, eh bien, ils avaient drastiquement augmenté leur pourcentage de patients qui avaient eu plusieurs transfusions. On passait de 54% à 13%. Et il avait diminué d'autres choses intéressantes, l'insuffisance rénale post-opératoire, qui diminuait de 54% à 24%. Il y a pas mal de recherches actuellement sur l'insuffisance rénale post-opératoire après chirurgie cardiaque. Et on voit qu'un des effets potentiellement intéressants de l'EPO plus le fer dans ce contexte, c'est sur l'insuffisance rénale post-op. Cette étude, c'est une étude, elle date de 2011, et on voit que les taux de transfusion, ils étaient très élevés. Ça avait permis de les diminuer beaucoup, de 86,5 à 59,5%, mais c'est encore très élevé par rapport à ce qu'on fait peut-être actuellement. Dans cette étude beaucoup plus récente, là, ils faisaient tout un cocktail, la veille ou le jour même de l'intervention, pour des pontages ou des valves, avec de l'EPO 40 000 unités, du fer 1 gramme, de la vitamine B12, de l'acide folique. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette étude où les taux de transfusion sont malgré tout encore un peu élevés, 44% versus 53%, sans que ce soit différent entre les deux. Malgré tout, ils observaient une diminution du nombre de culots transfusés. Alors ça peut faire un peu sourire parce qu'on passe de 1 culot à 0, mais c'est toujours un de moins. Probablement en fait que l'effet il est plus important chez les patients qui ont une carence martiale avant, d'où l'intérêt, même en urgence peut-être, tant qu'il n'y a pas trop d'inflammation, de doser, d'avoir le statut martial des patients, si on peut le rajouter sur le bilan qui a été fait. Parce que là, dans cette étude en chirurgie cardiaque, qu'on a un petit peu aperçu dans le topo précédent, on voit qu'on augmente les taux d'hémoglobine avec du fer et de l'EPO, mais on les augmente encore plus jusqu'à J5, là, chez les patients qui ont une carence martiale préopératoire. Donc, un intérêt pour en faire chez ces patients, même très tôt. Ça va avoir un effet sur l'hémoglobine post-opératoire. Pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure, d'ailleurs, finalement, est-ce qu'on doit en faire en post-opératoire? En fait, il y a toujours, à partir du moment où il y a du saignement, des raisons de faire du fer. Parce que normalement, le fer, il fonctionne quasiment en cycle fermé dans l'organisme. C'est une voie endogène et il y a très peu de pertes qui se font dans la peau, dans les saignements qu'on ne voit pas, qui sont compensés normalement par voie alimentaire, mais c'est très très peu. Et donc dans ce cycle quasiment fermé, dès qu'on a des pertes sanguines anormales, eh bien ce sont des pertes directes de fer. Et donc il va y avoir un intérêt à en faire à partir du moment où on a saigné.
Qu'est-ce qu'il en est quand on en fait en post-opératoire? J'ai repris l'exemple de la chirurgie cardiaque, du fer IV à J+1. Eh bien, chez les patients qui n'ont pas été transfusés, on diminue un petit peu le nombre de patients pour qui l'anémie a été... enfin, on augmente le nombre de patients pour qui l'anémie a été corrigée lorsqu'on a fait du fer IV. Mais ça, c'est à J7 et on voit que ce n'est pas significatif. En revanche, l'intérêt, il va être, encore une fois, à distance. Et donc, ce n'est pas ce qu'on va voir tout de suite pendant l'hospitalisation. Ça peut être, ici, c'est à 14 jours, hein, avec, chez les patients qui ont reçu du fer, beaucoup plus d'anémie corrigée ou des deltas d'hémoglobine de plus de 2 par rapport à ceux qui avaient reçu du placebo, avec juste une injection de fer Ag1. Et puis, de toute façon, la correction de l'anémie, elle est longue. Là, j'ai pris un exemple, c'est pas vraiment de la chirurgie, c'est de l'obstétrique. Et on voit que ça met du temps à se corriger. Ici, c'est le schéma, il est en semaine. Et ça montre aussi l'intérêt, cette diapo, du fer intraveineux, comme on disait déjà un petit peu tout à l'heure, par rapport au fer oral, pour normaliser cette hémoglobine qui met du temps à remonter. Et là, on voit qu'avec le fer intraveineux, chez des femmes qui avaient qui ont eu un accouchement et qui étaient anémiques, elles remontaient plus rapidement que lorsqu'elles recevaient du fer oral. Lorsqu'on garde fer, donc, alors soit on a eu le temps de le faire en préopératoire, soit on le fait en post-opératoire, et finalement cette méta-analyse, elle intègre un petit peu tout, fer pré ou post-opératoire. Eh bien, mine de rien, donc là je suis reparti sur l'exemple de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, on diminue la transfusion, en tout cas dans les études observationnelles, et c'est vrai que c'est un petit peu décevant sur les études randomisées contrôlées. On diminue la durée d'hospitalisation, là encore ça a été surtout montré dans les études observationnelles, mais il y a une forte tendance dans les études randomisées contrôlées, et on peut probablement aussi diminuer la mortalité, même si là encore ça se voit surtout dans les études observationnelles. La limite de toutes ces études, là celle pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, hein, c'est que les doses de fer qui sont faites, elles sont variables. Parfois c'est 200, parfois c'est 1 gramme, parfois c'est 200 x 3. Les schémas sont un peu différents. Le statut martial des patients n'est pas connu, donc on ne sait pas si finalement ils peuvent réellement, en tout cas en préopératoire, répondre. La définition de l'anémie variable, parfois c'est inférieur à 13, parfois c'est selon l'OMS, parfois c'est un petit peu moins. Et puis les triggers d'hémoglobine pour transfuser sont variables, hein. Il y a pas mal de ces études où on transfuse en dessous de 10 si c'est mal toléré, et peut-être que c'est un peu trop. Et puis finalement, les critères de jugement, c'est souvent le fait de transfuser ou non, alors qu'il y a probablement d'autres intérêts à faire de l'EPO ou du fer chez ces patients qui ont une chirurgie urgente. Ici, c'est chez des patients qui ont eu une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, et on voit que leur récupération en distance de marche était améliorée lorsqu'ils avaient des taux d'hémoglobine. Et la récupération, ça peut probablement être un des critères de jugement qu'on doit étudier si on veut vraiment voir l'effet de notre PBM. Pour ça, il faut probablement choisir des critères de jugement qui sont intéressants, hein. Dans cette étude, malheureusement, avec 200 mg de fer J1, J2, J3 après fracture de l'extrémité supérieure du fémur, sur un indice d'autonomie fonctionnelle, il n'y avait pas de différence, et donc il faudra probablement qu'on trouve des critères de jugement, peut-être d'autres échelles pour évaluer la réhabilitation, la récupération des patients lorsqu'on fait du fer. Et puis de toute façon, indépendamment de l'anémie, on sait que ces patients, là, c'est des femmes. On a même chez des patients qui ont une carence en fer et qui ne sont pas anémiques, on diminue leur fatigue. Et c'est vrai aussi chez les patients insuffisants cardiaques, chez qui on améliore la distance de marche, on améliore la qualité de vie lorsqu'on fait du fer, et même s'ils n'ont pas d'anémie. Il y a d'autres choses qu'on peut faire que du fer et de l'EPO. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Nous, ce qu'on peut faire facilement en tant qu'anesthésiste, c'est essayer de minimiser le saignement avec l'acide tranexamique. La question se pose parfois, finalement, est-ce que c'est vraiment utile en chirurgie urgente? Parce qu'en fait, les patients, ils ont déjà un petit peu saigné, ils sont opérés, ils sont hospitalisés depuis 2-3 jours. On sait que c'est plus efficace, surtout si on fait dans les 3 heures. Je rappelle que l'acide tranexamique, dans les dernières recos, c'est de toute façon recommandé, alors en chirurgie cardiaque, en chirurgie osseuse, et puis de toute façon en cas de risque hémorragique, que ce soit à visée prophylactique
ou curatives, qu'on a vu, il y a un petit peu moins d'études dans celle-ci, mais il y a beaucoup, maintenant on sait que ça aide à diminuer la transfusion. Et alors qu'est-ce qu'il en est chez nos patients? Je reprends l'exemple des patients opérés pour fracture de l'extrémité du fémur. On est un peu déçus parce que dans les recommandations anglaises très récentes, finalement ils sont plutôt pessimistes, il n'y a pas vraiment d'évidence que ça améliore les outcomes des patients. Et puis dans celle de l'ASFAR, c'est pareil, c'est pas abordé la question de l'acide tranexamique. Pourtant, quand on regarde, finalement, dans les méta-analyses, j'ai pris la plus récente pour que ça intègre plus d'études, mais voilà, ça diminue la transfusion de manière significative, ça diminue les pertes sanguines, et puis en plus de ça, il n'y a pas significativement plus, il n'y a pas plus d'événements thrombotiques, donc on a plutôt des bonnes raisons d'en faire chez ces patients. Peut-être qu'en fait, c'est plus efficace chez certains patients. Je reprends chez ces patients-là qui ont plutôt une fracture pertrocantérienne, une étude assez récente où ils ont fait 1 gramme d'acide tranexamique puis 1 gramme AH3, c'est un peu, nous c'est ce qu'on a tendance un petit peu à faire, versus placebo. Ils diminuaient dans cette étude de 300 ml, 400 ml environ les pertes sanguines, qui passaient de 1100 à 700, et le nombre de patients transfusés, 60 à 30%. Donc il y a certainement un intérêt, là encore, pour augmenter les taux d'hémoglobine en post-opératoire. On a vu que chez ces patients-là, ça pouvait avoir un intérêt. Le PBM, c'est quand même associé plusieurs méthodes, et c'est toutes ces méthodes mises ensemble qui vont probablement nous aider pour les outcomes des patients. L'étude qui a été coordonnée par Sigismond Lazzocchi à Angers, là, c'est juste associé chez ces patients, fracture de l'extrémité supérieure du fémur, acide tranexamique et fer intraveineux. Alors, il y a 4 groupes. Il y a placebo, fer intraveineux seul, fer intraveineux acide tranexamique seul et fer intraveineux plus acide tranexamique. Et j'ai pas trop le droit de dire c'est les résultats, mais globalement, il y a certainement un avantage à associer plusieurs moyens, et vous aurez la réponse dans les Hot Topics par Sigismond samedi 24 à 10h30, si vous les voulez. Il y a un autre endroit où on se pose la question, c'est parfois en césarienne. Moi, je fais des gardes un petit peu à l'amateur aussi. Donc. Et finalement, les obstétriciens, en tout cas à une époque, un petit peu moins, mais voilà, l'acide tranexamique, on a un peu peur de l'insuffisance rénale. En plus, cette patiente, elle est prééclamptique, alors je me dis que c'est peut-être pas très très bien. En fait, lorsqu'on regarde les césariennes, utilisation de prophylactique d'acide tranexamique, diminution des pertes sanguines, diminution de la transfusion. Lorsqu'on regarde celle où c'est le moins franc, une étude française, multicentrique, menée par Loïc Santil, publiée l'année dernière, 1 gramme d'acide tranexamique ou placebo 3 minutes après la naissance, finalement, ça diminue le saignement sur leurs différents critères. Et ça diminue la perte d'hémoglobine. En fait, il y a 0,2 grammes par décilitre de différence. Et donc, l'argument qui est encore utilisé, c'est de dire que peut-être que c'est quand même pas cliniquement pertinent chez ces patientes qui, en plus, dans cette étude, avaient plus de NVPO. C'est pour ça qu'actuellement, c'est pas encore recommandé de manière prophylactique dans les césariennes. Peut-être que ça a plus d'intérêt chez certains types de césariennes, peut-être pas celles faites en urgence, mais celles faites avant le déclenchement du travail ou chez des patientes qui sont pas à risque. Dans tous les cas, l'acide tranexamique, on peut en faire, pour ne pas gêner le message, on en fait quand même en obstétrique, oui, en cas d'hémorragie. Les recommandations, initialement, elles n'étaient pas très fortes, celles du CNGOF. C'était propose de l'utiliser en cas d'hémorragie du postpartum. Et maintenant, les recommandations européennes et celles de l'HAS disent bien qu'il est recommandé d'en faire en cas d'hémorragie du postpartum. Et ça, c'est parce que ça peut permettre de diminuer la mortalité chez ces patientes, surtout si c'est fait dans les 3 heures qui suivent le début du saignement, tout comme dans l'étude CRASH 2. Comme on parle de césarienne, c'est l'occasion de parler d'autre chose, du cell saver, de la récupération sanguine. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais il y a quelques centres qui l'utilisent lors des césariennes et même sans qu'il y ait nécessairement d'hémorragie. Et il y a effectivement un certain nombre d'études récentes, là j'en ai pris une de 2020 au Royaume-Uni,
qui montre que ça peut probablement permettre de diminuer la transfusion de 3,5 à 2,5 ici, et chez les césariennes faites en urgence, là de 4-6% des patientes à 3% des patients. Donc il y a peut-être un intérêt, même si ce n'était pas significatif. Mais en tout cas, la crainte qu'on peut avoir peut-être chez ces patients d'événements thromboemboliques ou d'embolie amniotique n'est pas confirmée finalement. Il n'y a pas de différence chez les patients qui ont eu un cell saver ou pas pour des césariennes programmées. Et donc, c'est quelque chose de plutôt intéressant et qui a d'ailleurs été intégré dans les recommandations. C'est qu'un grade C, mais récente. Là, la récupération du sang épanché est possible en obstétrique au cours des césariennes ou des laparotomies hémorragiques ou à risque de l'être. Et puis, c'est l'occasion de rappeler qu'on peut de toute façon utiliser le cell saver en urgence pour la chirurgie cardiaque, l'aorte, le rachis, ça a été bien montré, les reprises prothétiques, c'est bien montré. Et puis finalement, en fait, pour toutes les chirurgies à risque de transfusion estimées comme majeures, et puis sans oublier les patients qui ont des groupes rares. La question qu'on se pose parfois, notamment en urgence, qu'on n'a pas pu en discuter avec l'oncologue, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en cas d'infection ou de cancer. C'est quelque chose qui est possible à condition de préciser ou d'évaluer la balance bénéfice-risque. Quasi terminé, mais je rappelle que le cell saver, c'est efficace pour diminuer le nombre de patients transfusés, le nombre d'unités de culots transfusés. Là, c'est toute chirurgie, enfin, c'est surtout chirurgie cardiaque, chirurgie orthopédique majeure et chirurgie de l'aorte, même si c'est peut-être un petit peu décevant en termes d'outcome à plus long terme, en termes de mortalité. En termes d'infection, il semble y avoir une diminution lorsqu'on utilise du cell saver, mais c'est surtout en chirurgie vasculaire. Et puis, donc finalement, en péropératoire, de toute façon, il y a toutes les autres choses qu'on fait déjà, un réchauffement. Le chirurgie mini-invasive, ça c'est plutôt le chirurgien qui choisit, laisser faire son hémostase soigneuse, limiter l'usage des drains, monitorer l'hémoglobine fréquemment, monitorer l'hémostase. Et tout ça, on le fait facilement, même en urgence, pendant la chirurgie et dans la salle de réveil après. Mais chez ces patients urgents, il y a aussi tout le post-opératoire qui compte, et ça, il n'y a pas vraiment de différence avec la chirurgie programmée. Mais ce qui est sûr, c'est que probablement qu'il est assez intéressant chez ces patients qu'on n'a pas pu très bien évaluer avant, de suivre leur anémie à la sortie, surtout qu'on l'a peut-être moins bien traité et puis on a moins bien fait le diagnostic. Ça peut passer par la consultation à distance avec le chirurgien ou avec le médecin généraliste, à condition de lui écrire une lettre, de le prévenir pourquoi et qu'est-ce qu'on a déjà fait. Est-ce qu'on a déjà fait du fer? Est-ce qu'il faudra peut-être en refaire? Et donc ça, c'est des choses qui ont été intégrées dans ces recommandations aussi. Et ne pas hésiter à faire appel à un spécialiste de l'anémie. C'est parfois ce qu'on ne fait pas toujours hors carence martiale. Donc pour terminer, finalement, chez les patients urgents, je fais mon PBM comme une chirurgie programmée. J'ai le droit de traiter l'anémie, même la veille de l'intervention, et pourquoi pas avec du fer. Et d'ailleurs, je peux faire un bilan martial la veille de l'intervention. Il n'est jamais trop tard pour faire du fer ou de l'EPO, puisque ça semble efficace pour diminuer la transfusion, peut-être pour diminuer la durée d'hospice, certainement pour augmenter les taux d'hémoglobine, notamment un peu à distance, même s'il reste à prouver que ça a une efficacité sur la mortalité ou la réhabilitation des patients. Minimiser les saignements, finalement l'acide tranexamique, on peut en faire. Le cell saver, même si sur l'impact à long terme, on ne sait pas très bien, mais on peut l'utiliser, il faut penser à l'utiliser pour les chirurgies hémorragiques, on peut même l'utiliser pour les césariennes, et de toute façon, tous les moyens sont bons. Et puis, chez ce patient, pour qui on n'a pas eu le temps de faire forcément un bilan poussé en préopératoire, il ne faut pas hésiter à le faire en post-opératoire, soit nous-mêmes, soit adresser au médecin traitant, à un spécialiste de l'anémie, ou à le faire revenir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous montre que même en chirurgie urgente, on a beaucoup d'outils à notre disposition pour optimiser nos malades. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps pour une ou deux questions. Je vous invite à vous rapprocher du micro. Bonjour. J'ai deux questions. Une fois pour la fracture latérale intertrochléaire, est-ce qu'il faut donner l'acide tranexamique après l'accident ou à l'opération?
Ah. Parce Alors, que d'habitude, bien sûr, je le donne pour l'opération, mais j'ai commencé à avoir des doutes parce que oui, oui. Donc ça, il y aura quelques réponses samedi, mais enfin, du coup, sur le fait, est-ce que c'est utile en péropsol? Nous, on le fait en péropératoire uniquement, et par contre, on associe deux choses, on le fait en IV et aussi en topique. J'ai pas de réponse, moi, sur le fait d'en faire plus tôt. Je connais pas de données qui aient montré des choses sur l'utilité de le faire, vous voulez dire, entre l'admission et l'intervention. Voilà. Ce qu'on sait surtout, c'est que ça marche bien dans les 3 premières heures après le début de la fibrinolyse. Ça, c'est prouvé. Et tous les 15 minutes, on perd 10% de l'effet de l'acide tranexamique. Ça, c'est vraiment prévu sur 20 000 patients, on le sait. Donc, le plus tôt possible après le début de la fibrinolyse. ma deuxième question, c'est sur le maltose de fer. Moi, j'ai encore de vénofer. Est-ce qu'il y a un argument que je peux vendre à ma pharmacienne pour changer? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse? L'argument, ça va être que déjà pour diminuer, c'est-à-dire en termes pour diminuer la durée d'hospice, le vénofer, j'imagine, vous en faites tous les 2 jours, 200 mg sur 4 heures, alors que c'est ça, enfin, 300 mg, oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Voilà, ça va quand même être moins efficace que faire 1 gramme et immédiatement pour commencer à récupérer de son anémie et puis peut-être aussi pouvoir envisager une sortie précoce pour ces patients. Donc voilà, et en préopératoire de chirurgie urgente, je ne sais pas, mais la question ne se pose pas lorsqu'on voit les patients en consultation et qui doivent venir en hospitalisation de jour ou même en HAD. Hein. C'est de toute façon plus simple de faire 1 gramme sur 15 minutes plutôt que de garder les patients sur plusieurs heures. Ça permet aussi d'enlever les perfusions beaucoup plus vite et de ne pas réinjecter tous les 2 ou 3 jours. Si vous en faites une fois, vous supprimez les perfs au bout de 24 heures, c'est fini. Sinon, vous devez remettre des perfs tous les 2-3 jours. Merci beaucoup.